ce webinaire et nous en sommes ravis. Alors, je me présente, je m'appelle Jaime Pepoc, je suis le secrétaire général de Français du Monde ADFE, et puis je vous présenterai tout à l'heure ce webinaire, enfin en tout cas l'association, pardon, notre association, et nous sommes ravis d'organiser ce webinaire avec Accoum Conseil, que représente Élise Laure, voilà, et puis en compagnie de notre amie Karine. Karine, je te donne la parole pour te présenter. Bien, bonjour à tous, enfin rebonjour. Donc, je suis Karine Baguidi-Kérékou. Je suis ravie d'être co-modératrice avec Jaime de ce webinaire. Donc, dans quelques instants, comme il l'a dit, Jaime va nous parler de notre association Français du Monde ADFE. Et juste après, Élise Laure va vous donner quelques éléments sur Accoum Conseil, notre partenaire sur ce webinaire, mais surtout, elle va vous livrer ses meilleurs conseils vraiment sur tout ce qui concerne les études en France. Et vous êtes tous là pour ça. Euh, Quelques informations avant de débuter. Je vais vous demander vraiment de bien couper vos micros parce que c'est important. Autre information, c'est que ce webinaire est enregistré et l'enregistrement va nous permettre de diffuser pour les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire au webinaire. Donc, l'enregistrement sera diffusé sur nos canaux, comme notre YouTube, pour permettre à d'autres aussi de bénéficier de toutes les informations et de toutes les petites astuces que Élise Laure va nous donner pendant l'heure qui suit et les questions que vous allez poser. Donc, à propos des questions, surtout au fur et à mesure, vous nous les mettez dans le chat. Vous avez une petite icône de chat qui est juste en bas de votre écran. Donc, vous cliquerez dessus et Jaime et moi, on se chargera de récolter ces questions et de permettre à Élise Laure d'y répondre au moment où on sera à cette étape-là. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Toutes les questions, il n'y a aucune question qui est bête. Donc, vous n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos questions au fur et à mesure pour ne pas oublier et pour ne pas être en train de rechercher à la fin de la présentation la question que vous souhaitiez poser. Voilà, voilà. Donc, je vais passer la parole à Jaime, n'est-ce pas? Merci Karine. Bah, écoute, ravi encore une fois de vous accueillir. Et puis l'association Français du Monde ADFE est ravie d'organiser ce webinaire avec Acom Conseil et Élise Laure Verrière, parce que c'est un sujet qui, de toute évidence, vu le nombre d'inscrits, est un sujet qui est important, qui vous concerne et sur lequel vous souhaitez avoir des informations. Alors, Français du Monde ADFE est une association qui est reconnue d'utilité publique, qui est présente dans plus de 100 pays et qui est une association qui aujourd'hui va fêter ses 45 ans. Donc c'est une association présente depuis longtemps dans les communautés françaises à l'étranger et donc qui se porte et qui porte la voix des Français de l'étranger. Elle défend la solidarité, la démocratie, l'égalité, la justice et sociale. Et puis, évidemment, elle porte des sujets très forts, comme l'éducation. Et comme vous le savez, elle représente les Français de l'étranger dans les conseils de bourse pour l'action sociale et aussi à la Commission nationale des bourses scolaires. Donc, c'est pour vous dire qu'elle a un lien très fort aussi avec le monde de l'éducation, les communautés scolaires et l'AEFE. Donc, notre association est très engagée en la matière. Elle est très engagée aussi pour la francophonie, la diversité, l'égalité hommes-femmes. Et donc, c'est tout naturellement que nous avons souhaité mettre en avant cette problématique qui touche un grand nombre de nos communautés françaises à l'étranger et que nous puissions organiser ce webinaire avec Élise Laure. Voilà. Donc, j'espère que j'ai été clair concernant à la fois les valeurs de notre association et ce qu'elle fait pour les Français de l'étranger à travers le monde, puisqu'elle est présente sur l'ensemble des continents. Et surtout, n'hésitez pas à contacter nos sections si vous le souhaitez, qui feront le relais et si vous avez d'autres questions à poser sur cette thématique. Voilà, Karine. Bien, ben, merci beaucoup, Jaime, pour cet éclairage sur notre association, parce que, comme vous l'aurez compris, ben, FDM, c'est surtout un réseau qui est vraiment engagé, qui est tourné vers l'entraide, vers l'action citoyenne et justement accompagner les jeunes, accompagner les parents, c'est aussi notre façon d'agir de manière concrète.
Et justement, pour les accompagner, c'est pour ça qu'on a fait ce partenariat avec Élise Laure et plus particulièrement avec sa structure qui s'appelle Acom Conseil. Donc, Élise Laure, si tu veux bien nous en dire un peu plus sur Acom Conseil, ça serait super. Merci Karim, Karine, merci Jaime. Il y aurait tant à dire sur Acom Conseil, donc je vais pas spolier comme disent les jeunes. Donc le site internet il est très très bien fait, donc vous allez trouver vraiment toutes les infos sur Acom Conseil, acomconseil.fr, acomconseil.com. Donc je suis Élise Laure Verrière et je suis vraiment ravie, nous en parlions avant de vous accueillir, je suis vraiment ravie donc de vous rejoindre aujourd'hui pour ce webinaire dédié aux familles qui souhaitent accompagner leurs enfants dans leur projet d'études en France. Donc, j'ai créé ce cabinet c'était l'année dernière, donc là, on est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est vraiment une structure qui est spécialisée dans l'accompagnement des jeunes francophones parce que je suis partie vraiment d'un constat, il y a vraiment eu pas mal de soucis, donc on ne va pas les détailler ici, vous verrez vraiment toutes les informations là-dessus, donc sur le site. Donc le but, c'est vraiment d'aider les familles, aider les jeunes aussi, parce que ce n'est pas évident. Donc c'est vraiment une structure qui est spécialisée, comme vous pouvez le voir sur l'écran, dans l'accompagnement des jeunes qui s'installent en France pour poursuivre leurs études supérieures. Donc à partir du post-bac jusqu'à master. Donc, c'est un accompagnement, comme je le dis, pour baisser la charge mentale. Vous allez certainement en parler lorsque vous allez poser des questions. Baisser la charge mentale des parents, rassurer les jeunes, ou encore peut-être plus les parents que les jeunes, via une approche vraiment plus, elle est vraiment personnalisée. Donc, chaque jeune est différent, chaque jeune a son histoire, chaque famille a son histoire. Donc, avec Acom Conseil, j'ai voulu vraiment une approche vraiment très personnalisée pour s'adapter aux besoins de chaque famille et s'adapter aux besoins donc de chaque jeune. Donc, c'est un accompagnement qui part donc de l'orientation jusqu'à l'intégration parce que c'est à certaines étapes, à ces niveaux-là, que parfois ça pêche. Donc, voilà, je suis très ravie, très contente et puis on verra la suite pendant le webinaire. Merci. Et merci à FDM qui me donne Merci, Élise Laure. l'opportunité donc, Merci. de parler de tout cela. Bah, écoute, c'est avec beaucoup de plaisir en tout cas. Donc, et ce webinaire, il a été effectivement conçu pour répondre aux questions que se posent à la fois écoute, les parents d'élèves, mais aussi ceux qui soutiennent ou accompagnent les communautés scolaires et les parents et les élèves pour préparer et quitter son pays d'accueil pour aller étudier en France. Parce que c'est quelque chose qui, évidemment, ne s'improvise pas. Et aujourd'hui, avec toi, Élise Laure, on va vous permettre à tous de comprendre à la fois le système universitaire français et donc anticiper aussi les démarches administratives qu'il convient de faire avant que son enfant ne parte, gérer évidemment les aspects logistiques comme le logement, la santé, parce que ce sont là puis les finances, évidemment, des points essentiels pour que cette intégration, cette découverte parfois de la France puisse se faire dans de bonnes conditions, et puis ce qui permettra de s'intégrer à la fois socialement et académiquement, puisque les deux sont liés et ils sont essentiels. Donc voilà, Élise, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc maintenant, la parole est à toi. Je veux bien. Tac. Voilà. Donc, comme le disait, si on n'est pas encore au résumé donc, du webinaire, mais vous allez entendre tout au long de ce webinaire s'il y a vraiment un mot qui va revenir ou sur lequel vraiment je veux que vous focalisiez, c'est vraiment l'anticipation et la préparation. Tout se joue donc quand on anticipe. On y reviendra plus en détail. Donc là, vous avez sous les yeux donc les informations concernant le système universitaire français. Il est vraiment différent donc d'autres pays. Et puis là, on a eu la chance, on est connecté, vous êtes connectés de partout dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner des informations macro avec des détails si vous posez des questions après. Donc l'organisation des études supérieures en France, donc les types de cours. Donc j'ai pris vraiment des exemples un peu plus vastes. Donc il y a les cours magistraux, donc on les appelle ici en général donc les CM, les TD, les travaux dirigés, les travaux pratiques. On n'a pas posé la question au début. Je ne sais pas si les jeunes, les parents sont connectés, si les jeunes, les futurs étudiants sont connectés derrière. Donc, le but, c'était aussi de donner toutes ces informations-là. Dans le système universitaire français, il y a un mot qui est très, très important, une attitude. Il faut vraiment avoir beaucoup d'autonomie.
Ça, c'est quelque chose qui pêche beaucoup lorsque les jeunes viennent pour poursuivre les études en France. Si je prends l'exemple du Bénin, parce que j'ai Karine sous les yeux au Vietnam, les jeunes, quand ils sont, surtout par exemple dans les établissements scolaires, dans les lycées français, aux établissements privés, ils sont très, très encadrés. Or, une des raisons de l'échec après, c'est que les jeunes, ils n'ont pas anticipé cela. Donc, on n'est pas derrière eux, donc on en parle vraiment beaucoup. Donc, je dis dans la préparation, il faut penser à cela, à dire qu'ici, il faut vraiment être autonome. On est moins encadré qu'au lycée. Ici, si le jeune doit penser à gérer ses révisions, gérer ses cours, parce qu'après, ça a des conséquences sur les notes. Donc, les cours vont très, très vite. On va en parler même au niveau des trucs et astuces que je donne dès le départ. C'est de dire, il faut penser, c'est peut-être bête de le dire, mais par exemple, acheter un ordinateur portable. Les jeunes, quand ils arrivent du lycée, etc., bon, des fois, ils ne pensent pas tout de suite à dire que les cours vont se prendre sur un PC, mais ça va très, très vite. Donc, au niveau des examens, là, on va arriver, les partiels vont commencer. Il y a du contrôle continu, des notes au niveau des classes, tout dépend. Quand on est aussi en BTS ou à la fac, donc il y a le contrôle continu. Il y a les partiels. En général, on parle de la session de rattrapage, mais on conseille aux jeunes, quand on peut, il vaut mieux éviter parce que c'est un stress supplémentaire. On passe l'été sans être serein parce qu'on se dit, bah oui, j'ai les partiels en septembre, donc voilà. Là, j'ai voulu aussi, au niveau de l'organisation des études universitaires en France, parler de quelque chose qui est très présent en France, qui est très intéressant pour les jeunes et derrière pour les familles, c'est la vie étudiante. Les associations étudiantes, elles sont très présentes dans les écoles, elles sont très présentes dans les facs, elles sont très présentes, je pense aussi dans les lycées, parce que pour les gens qui vont orienter leurs enfants vers les BTS, en général, les BTS se passent dans les lycées publics. Donc, il y a vraiment pas mal d'associations. Il est très important, surtout pour les jeunes qui viennent de l'étranger, les jeunes expatriés qui reviennent en France ou pas pour faire des études, de s'intégrer tout de suite, d'aller dans ces associations. C'est ça qui va aussi aider à trouver ses marques rapidement. Donc là, sur la droite, j'ai parlé un petit peu de quelques astuces. Hein. Il y en a des dizaines, des tonnes. Pour anticiper pour ces études supérieures en France. Donc, j'ai dit s'informer sur les programmes spécifiques et spécialités. Là, dans le cas d'Acom Conseil, j'ai animé quelques webinaires, notamment sur les filières, les spécialités. C'est quelque chose pour lequel les parents et les jeunes n'anticipent pas beaucoup. Donc, on se dit, bon, on va passer le bac et tout, mais est-ce qu'on a vraiment anticipé en amont sur la spécialité et les conséquences que cela a sur les études après et plus tard pour le métier à choisir? Je parle aussi un petit peu des MOOC, donc les cours en ligne, donc c'est gratuit, hein, la plupart des MOOC, donc vous pouvez regarder sur Internet, il y a pas mal de MOOC, d'introduction aux études supérieures, ça permet quand même de regarder, de s'occuper, mais de s'occuper très utilement. Et dire aussi, pour la validation de semestre et tout en France, en général, il faut avoir une moyenne de 10 sur 20, donc, et les stages selon les formations qu'on a choisies. Donc là, on n'a pas listé toutes les formations. L'idée, c'est de dire, effectivement, on n'a pas 10, on ne réussit pas son année, ou même le semestre, on est obligé de passer par le rattrapage. Et je vous l'ai dit aussi au départ, il faut vraiment savoir gérer son emploi du temps et ne pas attendre un suivi personnalisé. Ça n'existe pas. Pour les études supérieures, il n'y a personne qui sera derrière vous et le temps passe à une vitesse folle. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau. L'organisation des études. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a le système LMD, parce qu'avant, vous savez, il y avait le DUG, etc. Les temps que peut-être les moins de 20 ans ou moins de 18 ans ne connaissent pas, n'est-ce pas, Jaime ou Karine? Donc, il y a le système LMD, licence, master, doctorat. Il y a, je vous ai parlé des BTS, etc. Les BUT aujourd'hui aussi. Il y a les crédits, donc les ECTS, les validations des crédits. C'est un système, c'est un acronyme anglais. Donc, c'est le système, donc, quand on valide un semestre, on le valide avec 30 crédits, donc ça permet d'uniformiser, par exemple en Europe, un étudiant, il fait des études, par exemple en France, la validation des crédits pour une année, c'est 60 crédits. Ça permet d'être équilibré, par exemple, dans toute l'Europe. Vous savez que le programme Erasmus+, ce n'est pas le sujet. Lorsqu'on va aller poursuivre les études, par exemple, en Allemagne ou dans un autre pays, le fait d'avoir validé les crédits, ça permet un petit peu d'uniformiser. Les stages sont obligatoires selon les formations. C'est pour ça que je vous parlais d'anticipation. C'est très important d'anticiper, de se dire, lorsque je choisis tel type de formation, s'il y a un stage qui est obligatoire, comment je m'organise en amont pour préparer cette phase de stage qui sera nécessaire pour valider mon année. Et comme je l'ai dit, il y a du contrôle continu, les examens finaux, donc c'est du travail continu. Et surtout, on l'a dit en amont, pensez à acheter un ordinateur portable.
Je l'ai dit aussi à certains jeunes, à certaines familles, la plupart des jeunes aujourd'hui ont un smartphone, ils ont tous des tablettes, mais parfois ils les utilisent pour plein de choses, mais sauf ce pourquoi ils ont besoin. On y reviendra lors des questions. Voilà. L'ordinateur portable. Je vous ai mis une illustration sur la droite, en tout cas c'est sur ma droite, je ne sais pas comment ça apparaît chez vous, sur le coût des études. Je mesure un petit peu la chance, en tout cas là je vais parler en tant que Française vivant en France, la chance que nous avons en France, les études, contrairement à certains pays, on parle souvent du Canada, des États-Unis, etc. On a la chance d'avoir le coût des études qui est raisonnable en France, en tout cas ça n'a rien à voir avec les autres pays, mais là je vous ai mis quand même une illustration en disant que le bleu que vous avez ici, lorsqu'on est par exemple dans vous allez voir, ça coûte plus cher. Le bleu, c'est par exemple les écoles privées, les business schools, etc. Là, vous allez avoir, voilà, les grandes écoles. Merci. Les grandes écoles, c'est ce qui coûte le plus cher. Ça dépend des écoles, hein, Schema, EM, etc. Tout ce que vous connaissez. Les BUT, les universités, donc la fac, si un jeune veut faire, par exemple, je ne sais pas, les études de droit, la médecine, etc. Ça, c'est là où ça coûte le moins cher. Et les BTS, en général, c'est dans les lycées. Donc là, c'est vraiment une infographie. Ça permet quand même d'avoir déjà une idée en disant, effectivement, si je veux que mon enfant, ou bien un jeune qui dit, je vais faire les études supérieures dans une école, une grande école, il faut l'anticiper bien en amont parce que ça prend une grosse partie du budget. Donc, on a parlé rapidement aussi des frais aussi. Hein. J'ai parlé des bourses, c'est disponible selon les critères. Donc, on peut y revenir sur un autre webinaire. Les familles, comment les études sont financées, ce sont les familles qui financent. Les jobs étudiants, bon, on a la chance aussi en France, quand on a le statut étudiant, on peut faire des petits jobs. Ça permet des fois d'alléger un petit peu le budget des études, voilà, du coût de la vie, je veux dire. Voilà. Donc, c'était vraiment une infographie rapide pour vous dire un petit peu où vont les fonds les plus élevés, surtout dans les écoles privées. Maintenant, les démarches administratives. Je vous parlais tout à l'heure de l'anticipation, anticipation et préparation. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Parcoursup, bon, ça ne concerne pas tout le monde, hein, mais c'est surtout à partir de la première année où pour ceux qui vont s'inscrire, il y a tellement de démarches, les écoles privées ne passent pas forcément par Parcoursup. Donc, avant le départ, il faut penser aux inscriptions, les confirmations d'admission. Donc là, on est en plein dans le calendrier de Parcoursup, si c'est ce détail-là que je prends. Il faut penser aussi à la recherche et la demande de logement. J'ai été très étonnée, en tout cas quand je menais des enquêtes pour préparer mon projet d'entreprise, le nombre de parents, on pensait que c'était pense que c'est une évidence quand on va arriver, ah oui, je vais aller dans une agence, je vais trouver un logement. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre d'étudiants qui arrivent pour poursuivre les études en France. Il y a peu d'offres par rapport au nombre d'étudiants. Je regardais un peu une infographie. Le Bénin, par exemple, en 2024, a envoyé près de 5 000 étudiants en France. Le Sénégal, je crois, c'était 15 ou 20 000. Le Mali, je ne sais plus. Le Maroc. Donc, c'est vraiment des milliers et des milliers. Donc, il faut anticiper. Là, par exemple, nous sommes au mois d'avril. Là, c'est le moment de rechercher un logement pour la rentrée prochaine. Et c'est pas très tôt. Hein. Voilà. Donc, la souscription à la sécurité sociale étudiante, j'insiste là-dessus. C'est très bien de le faire même depuis l'étranger. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il vaut mieux le faire depuis l'étranger. Au moins, quand on arrive, c'est déjà en cours. On peut avoir un souci, même dès l'aéroport. Hein, au moins, on est pris en charge. Voilà. L'ouverture d'un compte bancaire français, ça fait partie des démarches aussi auxquelles il faut penser bien avant d'arriver. Et dès qu'on arrive en France, la carte de transport, ça fait partie tout dépend de la ville dans laquelle l'enfant est, hein, le jeune étudiant est, mais bon, quelle que soit la ville, à moins d'habiter juste à côté, mais on a vraiment, c'est quasi obligatoire et il y a des tarifs qui sont très, très intéressants. Donc, on y reviendra. La France, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aides pour les étudiants et c'est vraiment facilitant pour les familles. L'assurance habitation, on reviendra là-dessus, s'il y a un webinaire sur le budget, on n'imagine pas quand on est à l'étranger tous les petits ajouts auxquels on n'avait pas pensé, mais qui après, à un moment donné, quand ce n'est pas anticipé, comment ça peut plomber le moral et du jeune et même de la famille qui est à l'étranger. On se dit, ah oui, on a trouvé le logement. Ah ben non, je ne comprends pas, on n'avait pas ouvert le compteur EDF, on n'a pas payé l'assurance logement, on n'a pas payé ceci, mais parce que ça fait partie des incontournables, comme on dit chez nous en France ici, les charges fixes. Et ce sont des choses forcément
on n'est pas confronté à cela quand on vit, par exemple, à l'étranger. Voilà. Je ne sais pas, dans tous les pays, on a pas mal de personnes dans différents pays. Voilà. Et l'inscription au service universitaire, donc on en a parlé, ça peut être la vie associative, il y a tellement de services universitaires, ça peut être à la cantine, aux courses, il y a vraiment tellement de choses. Et l'organisation de la vie courante, et ça va vraiment beaucoup, ça concerne beaucoup les familles expatriées, parce que l'organisation de la vie en France, ça n'a rien à voir avec quand on est à l'étranger. Ça, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles les gens plongent parce qu'on a vécu dans un environnement, je ne vais pas dire qu'on est chouchouté, tout est organisé, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est un constat que j'ai vu aussi dans ma famille, il y a peut-être quelqu'un qui s'occupe des courses, qui s'occupe de faire à manger, etc. Mais quand on arrive pour faire les études en France, il n'y a plus tout ça. C'est pour ça que je vous parlais d'autonomie, l'organisation de la vie courante, si elle n'est pas anticipée et préparée, ça a un impact très fort sur la personne et par conséquent sur les études. Voilà les astuces, hein, j'en ai parlé, hein, anticiper au minimum 3 à 6 mois avant l'arrivée, notamment par exemple, bon, tout ce qui est logement, documents, on vérifie si on a tout pour ne pas se retrouver en stress. Pensez aussi, je le dis et redis, acheter un ordinateur portable et même commencer à s'habituer à cela pour ne pas se retrouver. Toutes les démarches administratives en France se passent quasiment en ligne. Voilà. Et puis, bien évidemment, se faire accompagner par des organismes, bien évidemment, comme Acom Conseil pour tout cela. Élise, Oui, tu as parlé d'autonomie, tu as parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu peux aider un peu plus pour qu'il y ait moins de stress? au niveau de l'autonomie, par exemple, ou... Toutes les petites informations que tu vas pouvoir donner pour que les parents et les enfants soient un peu moins stressés, le logement, le budget. Voilà, Euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'anticipation, parce que plus on anticipe, et c'est pour ça que j'ai créé comme conseil, parce que c'est vraiment pour être dans du préventif et non du curatif. Donc, plus on anticipe, c'est là que j'ai dit que s'il y a vraiment quelque chose à retenir lors de ce webinaire, c'est anticipation et préparation. Parce que plus on anticipe, moins on est stressé. Plus on anticipe, j'ai parlé d'ordinateur portable, vous voyez, ça peut être faire sourire certaines personnes, mais c'est hyper important parce qu'on va commencer à dire, ben, OK, j'ai mon ordinateur portable, qu'est-ce qu'on fait comme démarche? Et quand on anticipe, on va commencer par regarder, OK, la carte de sécurité sociale, comment ça se passe? Vous avez la question sous les yeux. OK, les documents, on va ouvrir un compte bancaire. On nous a dit que le compte bancaire, il est obligatoire. Quels sont les documents qui sont nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire? On ne découvre pas tout en arrivant tout de suite alors qu'on a 15 jours, 3 semaines de la rentrée. L'autonomie, par exemple, ce n'est pas si évident que ça, mais j'encourage parce qu'au niveau d'Acom Conseil, je fais aussi pas mal d'interventions auprès des familles, c'est presque du coaching. C'est de dire aussi, c'est bien, on materne, on couvre nos enfants, mais il est important de se dire quand ils seront à des milliers de kilomètres, on n'aura pas tout cela. Quelque chose de simple, c'est la cuisine. On ne dit pas de laisser les enfants faire toute la cuisine, mais vous imaginez un jeune qui a vécu, il y avait la nounou, quelqu'un qui faisait à manger, il va se retrouver. Au mieux, il est dans un studio. Au pire, c'est pas négatif ce que je dis, il se retrouve dans une chambre de 9 mètres carrés et là, on lui dit il faut faire cuire les pâtes. Donc, il s'est dit, alors qu'il n'a jamais fait bouillir de l'eau. Donc, des trucs et astuces, ça peut être ça, c'est de dire, OK, avant de partir, ce genre de petites choses, habituer l'enfant, même des petites courses, on est peut-être, je ne sais pas, on va aller faire les courses, comment tu gères, comment tu penses faire. Donc, l'anticipation est habitué à cette petite chose qui semble anodine, mais qui aura un impact très fort sur la vie du jeune à l'étranger. Et forcément, quand vous êtes à l'étranger, les parents sont loin, je vous dis, c'est un stress qui est énorme, quoi. Donc, ce que je peux donner comme conseil, c'est ça, c'est par petites touches, voilà. Je te laisse continuer. J'ai mis quelques questions, on va revenir sur les questions qui seront posées dans le chat. J'ai mis quelques questions qui me sont souvent posées par les parents, etc., en disant, ben oui, comment on fait pour récupérer son attestation de sécurité sociale, etc., les banques, parce que ça revient souvent. On nous parle de garant, on n'aura pas de garant. Donc là, la plupart des personnes connectées ont peut-être de la famille en France, mais bon, en plus, c'est pas tout le monde parce que être garant, c'est quand même une responsabilité qui est très forte. Donc, si la personne, le locataire est défaillant, c'est le garant qui prend, qui récupère cela. Comment on récupère l'attestation de sécurité sociale? C'est tout simple. Il y a un site internet qui est fait pour cela, c'est Amélie, donc il n'y a pas le E, A-M-E-L-I,
on crée son compte et après on récupère l'attestation. Donc, c'est vraiment tout simple à faire. Est-ce que les banques exigent un garant? La plupart, oui. La plupart peuvent exiger un garant. Mais aujourd'hui, l'État a mis en place, que ce soit pour les étudiants ou par exemple les jeunes professionnels qui n'ont peut-être pas toutes les garanties possibles, il y a des trucs à suivre comme la garantie VISALE, VISALE, qui c'est l'État qui se porte garant. Donc voilà, ça peut permettre quand même de contourner et la plupart des bailleurs prennent aujourd'hui cette garantie parce qu'elle est même plus sûre pour certains garants qu'un garant physique. Est-ce qu'il faut obligatoirement une mutuelle étudiante? En toute honnêteté, non. Mais la santé, elle n'a pas de prix. Et puis les mutuelles, vous savez, les mutuelles, des fois, on va dire que c'est pas grand-chose, mais moi, je trouve que par rapport à ce que ça peut couvrir, mettre 9 euros ou 10 euros par mois pour une mutuelle, je crois en francs CFA, ça fait 6 000 ou 6 500. Je ne connais pas comment ça fait dans les autres pays. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé. Et comment être autonome, hein, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment anticiper, commencer déjà à préparer des petites choses, comment je m'organise à la maison. Oui, le lit est peut-être fait habituellement par quelqu'un d'autre, mais comment j'organise mes affaires, ce genre de petites choses qu'on commence déjà à faire en amont. Comment je regarde dans mon téléphone. En France, quand je parle d'intégration, la notion de le rapport au temps, l'organisation, l'anticipation, ça n'a rien à voir avec les pays d'où on vient. Or, être autonome, c'est quoi? C'est de savoir, par exemple, que dans son smartphone, on a une application qui s'appelle, par exemple, Agenda. Prendre l'habitude, même des gens, quand on est à l'étranger, commencer à noter les petits rendez-vous. Je dois voir tel copain, je dois faire tel ou tel rendez-vous. Je commence à m'habituer à ces petites choses parce que ça va être le quotidien quand on viendra suivre les études en France. Donc ça, c'est peut-être des petites astuces et conseils que je peux donner en amont. Oui, j'en ai parlé tout à l'heure, donc des options pour le logement. Le logement qui est c'est le nerf en tout cas. Si on n'est pas bien logé, si on n'a pas de logement, je ne sais pas comment on fait pour poursuivre ses études. Donc les options disponibles, hein, je vous ai mis quelques exemples. Donc le Crous, bien évidemment, donc mais il y a beaucoup de demandes. Il faut vraiment anticiper. Vous l'aurez entendu aujourd'hui, anticiper bien en amont. Il y a le Crous, il y a les résidences privées. Il y a les logements en colocation, il y a des familles hein, qui choisissent en fonction du budget, en fonction aussi de la ville, en fonction de ce qu'ils veulent, donc de la colocation ou bien le studio. Et puis aussi, ne pas oublier aussi, des gens, ils envoient leurs enfants faire des études à l'étranger. Avant d'être en expatriation, on était certainement en France, on a le frère, on avait peut-être une maison, etc. Donc la famille est proche. Et les aides financières possibles, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de la garantie visale. Donc, c'est une garantie de loyer qui est gratuite. C'est l'État français qui se porte garant. Donc là, dans le cas de FDM, tous ceux qui sont connectés, vous êtes français, en tout cas. Et voilà. Et puis, l'APL, l'aide personnalisée au logement, c'est la CAF qui verse. Ça permet quand même de réduire, c'est quand même une chance qu'on a aussi en France, ça permet de réduire quand même le coût du budget. Donc, tous les étudiants sont éligibles en fonction du type de logement. Donc, j'insiste aussi sur le logement, sur le budget, parce que le choix des villes, et ça aussi, c'est ce que j'ai vu aussi comme conseil, d'anticiper. Je sais que pas mal de familles me contactent aussi en disant, bah oui, là, où est-ce que l'enfant va aller faire les études? La France, ce n'est pas que Paris. La France n'est pas que Bordeaux. La France n'est pas que Lille. La France est un magnifique pays. On peut faire de très bonnes études. Je prends par exemple l'exemple de, je sais pas, la ville de Tours, qui est une ville magnifique, la région Centre-Val-de-Loire avec les châteaux. Hein, il y a tellement de choses à voir. Et parfois, il vaut mieux envoyer son enfant faire des études dans une ville que j'appelle une ville de taille moyenne, une ville à taille humaine, surtout quand il vient de l'étranger, au moins pour les premières années, ça permet au moins de poser les choses, ça n'empêche pas que, je ne sais pas, en master ou plus tard, qu'il aille dans une grande ville. Donc, ne négligez pas, renseignez-vous, il existe vraiment de très bonnes écoles, de très bonnes facs dans des villes auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Et c'est même plus facile après pour travailler sur l'intégration et une transition tout en douceur pour vos enfants. Et pour le budget aussi, parce que ça coûte cher. J'ai voulu mettre des informations sur la notion de budget, même si on n'est pas là sur un webinaire spécifique budget, parce qu'il y aurait tellement à dire sur le budget. Mais c'est pour dire les postes de dépenses principaux quand on est étudiant. Il y a bien évidemment le loyer, l'alimentation, les transports, les loisirs.
Si je parle du loyer, on va dire, bon, OK, le logement, il coûte peut-être 300, mais le logement, contrairement à ce qu'on peut connaître ailleurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de l'assurance habitation, je vais vous parler de EDF, je vais vous parler de, même quand on dit, il faut faire attention, charges comprises, et ça, c'est une erreur que pas mal de personnes qui viennent de l'étranger pensent que lorsqu'on a dit charges comprises, ça veut dire que tout sera pris en charge, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, c'est très rare, à moins que le gamin soit, par exemple, au CROUS. Mais il faut savoir qu'il y a des postes de dépenses, on a le loyer et tout ce qui va avec, qui fait partie des charges fixes. L'alimentation, je vous parlais également d'anticipation tout à l'heure. Si on a anticipé, on a commencé à habituer son enfant à faire des petites choses, le budget alimentation peut grimper très vite si l'enfant n'est pas un tant soit peu autonome. On a vu des gamins qui passent tout leur temps, effectivement, ils vont manger dans tout ce qui est fast-food au resto. C'est oui, ça fait plaisir, ils vont se retrouver avec les copains, mais c'est juste parce qu'ils ne savent pas faire. Or, ça a des conséquences. Je ne fais pas je donne pas de leçons de morale sur la santé ou comment vivre, mais ça peut monter très très vite si on va manger tous les jours McDo le midi et le soir. Je vous dis pas sur le budget et ça va très très vite. Donc le fait de s'habituer à savoir cuisiner, aller acheter, faire ses petites courses au carrefour du coin ou un Intermarché ou même au marché, des petits marchés, il y a tellement de trucs et astuces qui permettent donc de pouvoir baisser ce poste d'alimentation et des astuces pour économiser. Beaucoup de gens aussi, beaucoup de jeunes ne le font pas. La loi, elle est passée là-dessus. En France, un repas équilibré au Crous pour les boursiers, pour ceux qui le sont, c'est 1 € entrée, plat, dessert. 1 €. Je ne sais pas, même quand on est en Afrique, pour 650 francs CFA, pour les CFA que je connais, même en mangeant à la maison, ça ne coûte pas aussi moins cher. Et pour les autres élèves, à ce jour, c'est 3,30 €. Je pense que ça reste encore en dessous, ça reste très raisonnable. Donc, je voulais quand même vous donner ces informations-là parce que même pour les parents, ça permet de se dire, OK, donc je peux envisager aussi les études de manière sereine parce que si c'est bien organisé, mon enfant, mon fils, ma fille va manger de manière équilibrée et pour pas cher. Bon, les banques, je vous en ai parlé aussi, hein, je l'ai noté, des banques avec des offres étudiantes, toutes les banques quasiment font et les cas de transport gratuits dans quasiment toutes les régions en France. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de réductions pour les étudiants. Mais malheureusement, je suis souvent effarée de voir le nombre d'étudiants qui ne connaissent même pas les trucs et astuces qui pourraient leur faire baisser certaines factures. Des bonnes pratiques financières, hein, des exemples, il y en a des tonnes. Hein. Je vous ai dit, utiliser une application de gestion de budget, parce qu'aujourd'hui, pas mal de jeunes ont des applications sur les téléphones. Ça permet de suivre son budget quasi au quotidien. Anticiper sur les frais, tout ce que j'ai dit, anticiper sur tout ce qui est charge. Il est important de faire tout cela. J'ai marqué également cuisiner soi-même. Excusez-moi, il y a une petite coquille sur le soie, un petit thé en trop. Éviter les achats compulsifs parce que quelque chose qui arrive beaucoup aux jeunes, il y a les soldes, il y a les ventes privées, etc. Je ne donne pas de leçon de morale, mais tout ça, ça fait grimper très vite la facture. Et aussi, j'ai mis tout en dessous, je ne sais pas si voilà. En dessous de les découverts aussi. Donc, en général, bon, les comptes bancaires des étudiants, tout dépend des familles. Hein. En général, les familles ouvrent sur un compte où on dit s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est juste des trucs et astuces que je peux donner là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Élise, alors, pour la partie démarche, et puis aussi quelques éléments du quotidien. Mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la partie, on va dire, un peu plus ressentie, c'est-à-dire l'intégration, comment on se sent, tout simplement, donc la partie psychologique. La partie psychologique, j'ai envie de dire, c'est même ça le cœur, c'est même ce pourquoi j'ai créé Akoum Conseil. C'est vraiment le nerf, c'est vraiment le cœur, voilà, c'est vraiment le cœur qui n'est pas négligeable. Quand j'ai créé Akoum Conseil, je me suis rendu compte que la plupart des jeunes, même quand ils viennent des familles expatriées, ou alors ou pas, parce qu'au départ, c'était des jeunes d'Afrique francophone qui viennent poursuivre les études, certains n'étaient jamais venus en France, ou alors quand ils viennent en France, c'est souvent l'été. Bon, là, aujourd'hui, il fait très beau en France, hein, donc on a des températures exceptionnelles. Des jeunes n'étaient jamais venus. Donc, si je prends le cas des familles expatriées, on arrive, quand on est à l'étranger ou dans sa famille, on est très entouré. Comme je le disais, il y a papa, il y a maman, il y a peut-être les copains, on vit les uns avec les autres, on a un cadre de vie. Donc, quand on arrive en France pour faire les études, on arrive, les jeunes se retrouvent comme dans un tambour de machine à laver.
Ils n'ont jamais fait de démarche administrative de leur vie, donc il faut tout faire. Il y a la carte Vita, il y a la mutuelle. Et juste avant, il y avait peut-être Parcoursup. Il fallait tout gérer. Et donc, quand ils arrivent, ils n'ont jamais fait tout cela. Ils se retrouvent à des milliers de kilomètres. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, on arrive, au mieux on vit dans un studio, au pire dans une chambre de 9 mètres carrés. Les copains avec lesquels on était au lycée français de Blaise Pascal de je ne sais quelle ville, le copain s'est retrouvé à Bordeaux, l'autre est à Lille et l'autre à je ne sais, à Pau. Et on se retrouve tout seul. La dépression étudiante, c'est une vraie réalité. En septembre, septembre arrive très très vite, c'est l'automne, même nous qui vivons en France, on a encore du mal. On sait que le matin, on va le matin, il fait nuit, on rentre le soir, il fait nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur le mental des étudiants. C'est pour cela qu'au niveau d'Acom Conseil, il est important, c'est ça que j'ai créé vraiment cette structure qui se veut être le lien entre la famille restée à l'étranger et le jeune. Il est important de maintenir un lien sans être, parce que c'est aussi quelque chose qui est très important, j'insiste là-dessus, laisser aussi l'autonomie aux enfants. Ça fait partie de l'anticipation. Commencer à laisser cette autonomie parce que lorsque le gamin sera ici, si on est tout le temps sur son dos, on était tout le temps sur son dos, par exemple à l'étranger, on se retrouve ici, il est tout seul à tout faire. Si on n'a pas gardé le lien, il se retrouve donc en dépression, c'est pas un petit mot. Il se retrouve, le cadre de vie, il est complètement différent. Quand je parle d'intégration, j'ai vu des situations, le rapport au temps, par exemple, ou l'organisation des cours, ça n'a rien à voir. Le rapport au temps, ça n'a rien à voir entre le Vietnam et ici en France, ou entre les États-Unis et ici. Donc, il est important de travailler tout cela. C'est pour ça que je parlais un petit peu des associations, que les jeunes ne restent pas entre eux, qu'ils aillent vers les autres et de se faire accompagner par les professionnels et ne pas tout garder. Voilà, c'est ce que je peux dire sur l'intégration. Après, on aura certainement d'autres questions plus précises dans le chat parce que je vois pas mal de choses qui défilent là. Voilà. Karine, je crois que tu as lu dans mes pensées. Ah, voilà, s'intégrer en France, c'est ce que j'ai dit. Voilà, pour s'intégrer socialement, il est très important donc de rejoindre des associations étudiantes. Je parle de cela parce que je vous parlais de stage tout à l'heure en disant en fonction des formations. J'ai vu un nombre important d'étudiants qui avaient du mal, par exemple, à trouver. On dit non, le stage, il est obligatoire dans sa formation. Ils se retrouvent quelque temps avant, juste la veille, à dire, j'ai pas trouvé de stage. Ah ben pourquoi? Ah ben non, parce que je n'ai personne, je ne connais personne. Parce que tout de suite, quand ils sont arrivés, c'est vrai, hein, c'est facile, on est humain, on recherche ceux qui nous ressemblent, ceux qui viennent peut-être du même coin que nous. Or, rejoindre des associations, participer à des événements, faire du bénévolat, je veux dire, c'est tout ça qui va aider le jeune à s'intégrer, à comprendre aussi comment on fonctionne, et plus tard, ça va lui servir, par exemple, pour la recherche de stage, la recherche d'alternance, à être moins largué, simplement dans le quotidien, voilà. Et bon, on en a déjà parlé assez, hein, l'importance de l'autonomie, il est très, très important, et le choc culturel. Je dis, mais même quand on est enfant de français, on a vécu 10 ans à l'étranger, quand on revient, je vous dis, le choc culturel, il est énorme, voilà. Donc, il est très important et c'est le fait d'être dans ces différentes associations, faire du bénévolat, faire des activités autres, s'autoriser aussi à aller voir autre chose que ce qu'on a connu quand on était à l'étranger. C'est tout cela qui permettra donc de temporiser le choc qui peut être assez violent. Voilà. Et bon, les conseils, hein, j'ai bien hein, ne pas hésiter à demander de l'aide. Il est important, ça je dis, même lorsqu'on est à l'étranger, n'hésitez pas à échanger avec les enfants, n'hésitez pas à échanger avec les professionnels. Quand je vous parle c'est peut-être dur de le dire, de parler de la dépression des étudiants et de se faire accompagner. C'est pas quand on dit qu'on a un problème psychologique ou un problème de santé mentale, ce n'est pas tabou, même l'État français. D'ailleurs, la santé mentale, c'est un des sujets phares. Le gouvernement a pris cela à bras le corps. Il existe je ne vais pas en faire la promo ici, mais quoique, par exemple, mon soutien psy, il est important. Parce qu'il y a des gens qui disent, ben non, on ne va pas voir un psychologue et tout, parce que ça coûte cher, on ne peut pas faire un suivi. Mais heureusement que l'État aussi a pris cela en charge et il y a des taux de prise en charge, un nombre de séances prises en charge par la sécurité sociale. Donc, il est vraiment très, très important que le jeune ne reste pas enfermé, qu'il puisse s'ouvrir et se rapprocher des structures qui maîtrisent tout cela pour aider à l'accompagnement.
Voilà, donc là, nous arrivons donc le résumé, c'est ce que je disais, hein, bien évidemment, vous allez retrouver tout cela en résumé. Donc le système, donc je crois qu'on m'a parlé de crédit, je l'ai vu tout à l'heure, je pourrais donc répondre pendant que je parle donc sur ces slide de résumé. Donc il y a le système des universités, les grandes écoles, les BTS, les crédits, c'est ce que je disais tout à l'heure pour la personne qui a posé. Quand on étudie en France, la validation des semestres ou de l'année se traduit également en système de crédit. Une année scolaire, par exemple, se valide avec 60 crédits. Donc, ce sont donc les contrôles continus et les matières que le gamin a choisies. Ça permet donc je ne sais pas si c'est le mot, d'uniformiser, par exemple en Europe. Et se dit effectivement, il a fait ses études en France, il va aller poursuivre des études, par exemple, à Madrid ou dans d'autres pays. Ça permet, s'il va dans une autre école, de voir un peu le niveau, s'il a validé son année ou alors où il se trouve. Donc, c'est une façon donc de matérialiser la validation du semestre et de l'année. Voilà. L'année, c'est 60, un semestre, c'est 30 crédits. Les démarches essentielles, donc je vous ai dit, hein, l'inscription, bon, Parcoursup, c'est bien avant les inscriptions, etc. Pour ceux qui sont concernés par Parcoursup, ce n'est pas l'objet du webinaire. Le logement, la sécurité sociale, le compte bancaire. Dans les démarches aussi, c'est pas marqué ici, mais je vous en ai parlé, l'accompagnement bien avant que le gamin n'arrive, lui confier peut-être, quand je dis le gamin, parce que ce sont vos bébés, nos bébés qu'on envoie à l'étranger, mais déjà lui confier des choses à faire, de le laisser faire, parce que c'est vrai que dans la comme conseil, je parle des étudiants, mais des fois, je martèle plus aux parents en disant, ben, faites-leur confiance, faites confiance à vos jeunes, parce que de toute façon, quand il sera à l'autre bout, vous ne serez pas derrière. Donc, dans les démarches aussi, c'est de l'habituer au quotidien à des petites choses qui pourront lui être utiles plus tard. Ben, les budgets, hein, j'ai parlé des APL, donc l'aide personnalisée au logement. Ça c'est quelque chose qui aide aussi, ça soulage pas mal le portefeuille aussi des familles. Les bourses pour celles et ceux qui sont éligibles, les jobs étudiants. Sachant que pour les jobs étudiants, je me permettrai de temporiser. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que c'est une erreur aussi que pas mal de personnes de famille font. Je ne dis pas que c'est le cas en disant effectivement le gamin va aller faire les études, mais de toute façon, même si il n'y a pas de moyens, tu vas travailler à côté et ça te permettra de financer. Je dis quand on peut, quand on a anticipé, si le jeune peut se passer de faire un job étudiant pour être à 100% dans les études, c'est juste mon conseil, ma suggestion, parce que d'ailleurs, beaucoup de jeunes se sont retrouvés avec des problèmes. Bon, là, on n'est pas concernés, là, c'est tous des Français, des problèmes, par exemple, de titre de séjour, parce qu'en France, tout est réglementé. Quand on est étudiant, on est étudiant. On ne doit pas dépasser un certain nombre d'heures, et c'est normal, parce qu'après, on est fatigué, etc. Ça a des conséquences. Donc, si on peut éviter, parce qu'on a bien anticipé, on peut éviter que le gamin fasse des jobs étudiants, c'est mon conseil. Mais si on peut le faire, effectivement, le faire dans les normes, voilà. Et puis, ça fait partie des astuces pour économiser. Et puis, l'intégration, je vous en ai parlé, des associations, l'autonomie, se faire accompagner aussi par des structures. Là, je prêche pour ma paroisse comme un conseil, mais il n'y a pas qu'un conseil. Ne pas rester entre soi, s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Ça, c'est vraiment la clé de l'intégration. Essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe. Les codes. Moi, j'ai vu des jeunes qui se sont retrouvés isolés, mais c'est juste parce qu'ils n'ont pas compris. Je vous prends un exemple, je prends souvent cet exemple. En France, bon, vous êtes peut-être tous français autour de la table, il est de coutume, ça fait partie des choses que j'ai découvertes quand je suis arrivé en France il y a maintenant quelques années, il est de coutume en France, quand on est invité, on n'arrive pas les mains vides. Donc, le copain qui est invité peut-être pour aller passer le week-end chez les parents, on arrive. Peut-être quand il était, je ne sais pas, il allait passer le week-end chez les parents, chez son copain, il n'amenait rien. Mais il va le faire une fois en France, deux fois. Soit peut-être il va être traité de je ne sais pas quoi. Je ne dis pas que c'est tout le temps le cas. Mais en France, en général, on arrive avec un petit présent. Des fois, c'est même pas grand-chose, mais c'est bien vu. Donc, un jeune qui dit, bah non, avant on m'invitait, on m'invite plus. Bah, et derrière, il a appris que bah, non, 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 c'est quelqu'un qui pense pas. Donc, c'est peut-être des petites choses comme ça. Donc, le rapport au temps, donc c'est la même chose. On pense arriver. Si on ne vient pas, on prévient, je vous assure. Ça peut peut-être faire sourire des parents derrière les écrans. J'ai vu pas mal de jeunes. Ah ben non, ah ben, oui, ben non, je ne suis pas allée. Est-ce que tu as prévenu? Ah ben non.
Je dis, bah non, ça se passe pas comme ça. Donc, ce sont des petites choses, mais qui peuvent avoir des impacts très forts après sur le mental. Et quand je dis le mental, après sur les études. Là, on a parlé peut-être des facs et tout, mais il y a des parents qui dépensent des dizaines de milliers d'euros, mais pour ce genre de petits couacs, tout tombe à l'eau. Voilà. Et puis, comme j'ai dit, hein, anticiper les démarches et surtout bien se faire accompagner. Je parlais de la prévention, du préventif plutôt que du curatif. Ça coûte bien moins cher quand on anticipait. Parce que j'ai vu des parents, on est obligé de prendre l'avion rapidement parce qu'il y a déjà un souci. Je peux vous dire qu'on prend un billet d'avion. Bon, ça va, on a peut-être des moyens. On prend un billet d'avion parce que le gamin se retrouve dans une situation qu'on aurait pu résoudre si on avait anticipé. Donc, l'anticipation et l'accompagnement de qualité coûte bien moins cher. Puis le gamin se retrouve dans une satisfaction de ce qu'il fait aussi. Et même pour vous, les parents, je parle beaucoup, beaucoup de la charge mentale des parents. Il est important, plus vous ferez cela, plus vous serez serein. Voilà, donc je peux en parler pendant des heures, mais c'est très important. Je pense toujours à cette maman qui m'avait dit, bah, Madame Verrière, avant, j'avais pas des problèmes d'hypertension, mais là, depuis que je suis en train de faire les démarches pour accompagner mon fils, je suis à 18-19 de tension, vous n'imaginez même pas. Donc, ça a des conséquences même sur les parents. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire, mais je pourrais en parler pendant des heures. Et bien évidemment, comme j'ai dit, hein, je reste à disposition pour un accompagnement personnalisé. Voilà. Merci, Élise. Laure, bah écoute, voilà, on voit apparaître le QR code qui vous permettra à la fois de répondre pour savoir si un questionnaire pour savoir si vous êtes satisfait de ce webinaire et puis avoir vos retours. Conservez le lien aussi pour qu'on puisse répondre éventuellement à des questions. Mais voilà, donc n'hésitez pas à le prendre, en faire une photo et puis à répondre à ce questionnaire. Et puis après, on va passer, eh bien, je vais rendre la parole à Karine parce qu'on va passer à vos questions. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet et avec Élise, bien sûr, qui va nous répondre. Ah, Élise, tu as levé la main, tu as Oui, le je voulais doigt. juste dire, ça va très très vite, tout dépend des téléphones que les uns et les autres. Au niveau du QR code, pour ceux, vous prenez juste la partie appareil photo, ça vous l'ouvre et vous avez, pour ceux qui veulent répondre tout de suite, hein, sachant que le lien vous sera aussi envoyé, mais il y a quelques questions, ça va très très vite. Vous mettez juste la partie appareil photo, pas besoin d'application normalement, et ça vous donne le lien du questionnaire de satisfaction et vous aurez notamment, j'ai vu des questions là-dessus sur certaines thématiques de webinaire. Voilà. C'est ce que je voulais rajouter. Merci. Merci, Élise. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, Karine, à toi. Ben, merci beaucoup, Élise, pour cette présentation. On a eu quelques questions sur le chat, donc j'ai essayé de les regrouper au fur et à mesure pour aider quand même à tes réponses. Donc, on va commencer par le début, hein. Je vais le prendre plutôt dans cet ordre-là. On a sur la thématique des études, on a Olga. Là, je pense que tu as déjà répondu, mais je ne sais pas si Olga est satisfaite de la réponse. Et je crois que Olga est avec son gamin, comme tu dis. Tu as dit pendant la présentation qu'il doit être à côté. Est-ce que la réponse de Élise Laure par rapport à la validation des crédits a été suffisante pour Olga? Si elle peut nous faire un petit signe sur sur le chat pour nous dire si c'est bon. Autre question, ça c'est une question, voilà, Olga est satisfaite, merci beaucoup. Donc, Élise Laure, tu as été assez claire. Merci, Olga. Et son fils. Amat nous a posé toujours une question un peu plus sur les professionnels qui veulent faire une formation en présentiel. Donc là, je ne sais pas si c'est plus forcément des enfants ou alors des enfants qui ont commencé à travailler et qui souhaiteraient aller faire leurs études. Et c'est quoi la question exacte de Max par rapport à ça? Excuse-moi. De Hamat, c'est les Ah oui. professionnels qui veulent faire une formation en présentiel. Donc, Amat, si vous souhaitez poser la question directement pour que ça soit plus explicite.
vous pouvez activer votre micro. Ah, si, Bonjour. Bon, en fait, je parle de professionnel. Par exemple, étant par exemple un enseignant ici au Sénégal, par exemple, est-ce que c'est possible, par exemple, de continuer à faire une formation française, même si possible des écoles privées, par exemple? C'est ça ma question, quoi, en fait. J'ai des micro-coupures. Il veut savoir si en tant que professionnel, par exemple, s'il peut se faire accompagner un professionnel ou un enseignant qui veut venir faire une formation en France, s'il peut se faire accompagner, c'est ça? oui, c'est ce que j'ai compris également. D'accord, ben là, ce sera mon autre casquette, peut-être pas dans le cas de ce webinaire, effectivement. Oui, Donc, oui, je vous oui, c'est ça, invite c'est à ça. aller, voilà, je vous invite à aller voir sur mon site internet, Acom Conseil, et vous allez voir un petit peu mon parcours. Donc, moi, ça fait 15 ans que je travaille dans le domaine de l'insertion, de l'accompagnement des chercheurs d'emploi et des entreprises. Et effectivement, dans le cas de ce projet, donc d'Acom Conseil, j'ai un autre volet où j'accompagne les professionnels. Ça peut être un enseignant, comme vous dites, ou alors j'ai par exemple des personnes qui recherchent des formations pour venir faire un master ou pour venir faire par exemple une VAP, une validation. Donc là, c'est un autre type d'accompagnement. Oui, ça fait partie des missions d'Acom Conseil. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On va inviter Amat à À me répondre au contacter, questionnaire voilà. et à contacter directement Voilà, vous allez Élise sur Laure. le site, vous pouvez prendre rendez-vous, un créneau, j'en profite pour le dire de toute façon, pour ceux qui voudront plus de détails. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet. J'ai ouvert exceptionnellement quelques créneaux, donc de 20 minutes offerts, donc dans le cadre donc, de ce partenariat-là, pour pouvoir répondre à vos questions de manière plus personnalisée. Donc, Ahmad, n'hésitez pas à aller sur le site et les autres, voilà, pour prendre votre créneau de rendez-vous gratuit. Nous avons une question de Lénaï qui était plus qui souhaitait des informations complémentaires sur le Crous, les bourses étudiantes et autres. Donc, dans le chat, Jaime a mis le lien vers un article qui permet d'avoir plus d'informations. Mais si tu as envie d'en dire un peu plus, Élise Laure, je te donne le micro. Je voulais regarder en même temps les informations. Ben, très bien, donc le site que Jaime a mis. Après, au niveau donc des bourses, effectivement, c'est sur critères, hein. Donc, vous regardez en général, soit les écoles ou les facs donnent le dossier que vous complétez. C'est souvent sous critères de ressources, donc des parents. Donc, n'hésitez pas. Et en ce qui concerne le CROUS, ça fait aussi partie de l'anticipation, c'est ce que je disais. CROUS ou pas CROUS, il faut vraiment être dans l'anticipation en fonction de la ville dans laquelle votre enfant va aller. Il faut, d'ailleurs, je sais que je vous ai tout à l'heure, que c'est dès maintenant que ça se passe. Il faut vraiment être dans l'anticipation. Dans les infos que je peux donner par rapport à ça, c'est se dire, à partir du moment où vous avez donc la date, en fait, la confirmation de l'école ou de la ville, c'est tout de suite commencer les démarches ou alors se faire accompagner pour dire ben, comment on fait concrètement. Et pour ça, je suis disponible. Ben, ça nous amène à des questions qui ont été posées justement par rapport au délai. On a, d'une part, on nous demande combien de temps avant il faut quitter le pays de résidence pour pouvoir s'installer, et une autre personne qui nous demande combien de temps, je suppose pour les parents, faut-il prévoir en France pour effectuer les démarches nécessaires lorsqu'on est déjà arrivé. Par exemple, si la rentrée est en septembre, est-ce qu'il faut être en France depuis le mois de juin ou arriver fin août, c'est bon? Ah non, vous n'avez pas, sachant qu'on a on a la chance quand même, beaucoup de démarches se font en ligne, heureusement d'ailleurs, parce que s'il fallait que les parents se déplacent pour venir en France, pour commencer à dire je m'installe, je ne dis pas pour ceux qui travaillent, qui ont leur entreprise ou qui sont salariés ou même qui ne travaillent pas, se retrouver à rester en France des mois avant. Non, 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 heureusement que beaucoup de démarches peuvent s'anticiper à distance. Je vous ai parlé par exemple de la carte vitale, de la carte de sécurité sociale. Si c'est la recherche de logement, des choses peuvent se faire. L'avantage avec Acom Conseil, je travaille avec pas mal de partenaires. Donc, pour les recherches de logement, si je prends cet exemple, ce sont des choses qui sont anticipées et se dire, et puis, mais des visites, on les fait, des visites virtuelles. On peut vous envoyer des liens pour faire des visites. Donc, pas besoin de se déplacer pour faire ce type de démarche. Mais par contre, anticiper, je reviens encore sur l'exemple et tout, le faire bien en amont. Quand on arrive déjà en France, en général, les familles arrivent peut-être même 15 jours ou 3 semaines avant la rentrée.
Ça fait court, c'est pas 3 semaines avant la rentrée qu'on va chercher le logement. Donc, je vous parle par exemple de l'exemple du logement, c'est maintenant que ça se passe, avril-mai, sachant qu'avec le mois de mai, je ne sais pas si vous avez vu en France, avec tous les ponts qu'il y a, avec tout ce qui se passe, donc après le mois de juin arrive, c'est l'été et vous êtes nombreux sur le marché. Tout ce qui est cas de transport, si vous le faites quand vous arrivez, c'est plus calme que le gamin ne se retrouve pas à la rentrée, je ne sais pas, il n'a pas commencé à regarder la ligne de bus ou la ligne de tram ou la ligne de métro. Or, quand on arrive, ce sont des choses qu'on peut anticiper et à comme conseil, c'est déjà en fonction de la ville, quel type de transports sont là-bas et comme ça, quand vous arrivez, tout est déjà quasi cadré, quoi. Voilà. Donc, tout dépend des démarches, 3 à 4 mois. Et si vous voulez parler de l'autonomie du gamin, j'ai envie de dire, c'est quand, c'est pas pour saper l'ambiance, mais le gamin qui est en terminale, on sait que l'enfant va aller faire les études de post-bac en France. C'est même à partir de la seconde qu'on commence à dire, on sait que dans 3 ans, tu vas partir, on commence déjà à l'habituer. Donc, les parents qui ont des fratries, qui ont plusieurs enfants. Donc, c'est une façon de dire anticiper, préparer les choses. Donc, voilà. Plus c'est fait en amont, mieux c'est. C'est jamais trop tôt. Par exemple, la rentrée septembre 2026, il y en a qui anticipent un an même avant, un an avant. On a Latifa qui pose une question qui, vu l'actualité peut être importante, c'est quid de la sécurité pour nos enfants? Est-ce que tu as des petites astuces aussi pour ça ou des éléments qui pourraient permettre de rassurer les parents? Quid de la sécurité? C'est vrai qu'aujourd'hui, même nous qui sommes ici, quand on suit l'actualité, moi personnellement, j'essaie de moins suivre peut-être certaines infos parce que ça peut être très très vite anxiogène, mais après la réalité elle est celle-là. Le truc principal que je dirais, c'est le lien permanent. Il faut, quand je dis permanent, c'est pas non plus être là, mais mettre des rituels. J'aime bien ce mot, les rituels. C'est dire, OK, on fait le point. Si on a un accompagnement, par exemple, par une structure comme Acum Conseil, c'est justement de dire, OK, parce que quand on est à distance, tout est toujours plus amplifié. Ah ben oui, on a vu qu'à Nantes, il y a un gamin, une jeune fille qui s'est fait, excusez-moi, poignarder dans l'établissement. Oui, bon, c'est vrai que c'est un drame, mais le fait d'être accompagné par des structures comme Acum Conseil, ça permet de se dire, bah oui, il faut pondérer. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est le lien. Et puis de faire confiance, et puis de dire aussi, comme tout conseil qu'on pourrait donner aux enfants, de ne pas rester seuls. C'est pour ça que je parle un petit peu d'association, je parle de structure, et de sortie de la zone de confort. Par exemple, on parle d'associations sportives ou du bénévolat. Le fait qu'on soit dans des choses qui sortent du quotidien, c'est tout ça qui fait en sorte que le gamin a l'esprit beaucoup plus ouvert, il est mieux intégré et il gère mieux ces questions. Là, par exemple, il y a des applications, là, vous regarderez, on a mis aussi dans le chat, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est il n'y a pas besoin, c'est au feeling, mais c'est vraiment le conseil que je donne, c'est vraiment ce lien. Et puis, échanger avec les enfants, parce que j'insiste là-dessus, parce que certains parents, de peur peut-être de se dire, mais je suis très loin, peut-être font l'autruche. Or, en faisant l'autruche, c'est là où, à un moment donné, le gamin ou le jeune ne s'ouvre pas, alors qu'en échangeant avec lui, ça aurait pu temporiser la situation. Donc, je ne dirais pas que la France est un pays, c'est pas moins insécurisé qu'ailleurs, hein, donc on est quand même, tout va bien, voilà. Ne suivez pas tout ce que vous ne croyez pas forcément, tout va bien. On a des autorités qui gèrent très bien la situation, donc tout va bien, voilà. On a une question d'Isabelle qui souhaiterait qu'on lui parle un peu plus de Parcoursup, mais je vais te laisser donner un peu l'étendue du partenariat. Non, tu en parleras certainement. Mais Isabelle, vous regarderez votre réponse. Répondez à l'enquête de satisfaction et si vous voulez qu'on parle de Parcoursup, cochez, il y a une question spécifique sur Parcoursup. Donc, pour répondre, pour continuer dans ce que Karine vient de dire, dans le cadre de notre partenariat, on a prévu un certain nombre de webinaires et on sait que Parcoursup fait partie des thématiques les plus anxiogènes ou les plus problématiques pour les parents. Donc, on a un webinaire prévu sur Parcoursup, je pense même en 2 temps.
Donc, oui, on a prévu, mais répondez au questionnaire et vous pourrez en savoir plus. Donc, parce que Parcoursup, on est en plein, hein, c'est un calendrier. Donc là, je crois que les jeunes sont en train d'attendre les réponses. Et après les réponses, ceux qui les ont pas, ça va et même jusqu'à septembre. Donc, pas sur ce webinaire-là, mais nous avons un webinaire spécifique, voire deux sur Parcoursup. Il y a d'autres questions, mais qui sont des questions plus pour les étudiants étrangers. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Donc, Rania, désolée, on va essayer de vous répondre par le chat, mais Élise Laure ce n'est pas la bonne personne forcément pour répondre à ça. Par contre, moi, je me fais le porte-parole de deux questions de personnes qui ne pouvaient pas participer, qui se sont inscrites, mais qui ne pouvaient plus être en ligne. Donc, je vais les poser, si vous le permettez. Qu'est-ce qui se passe si l'enfant est encore mineur lorsqu'il arrive en France? Puisqu'il y a vous avez parlé d'ouvrir le compte en banque, d'avoir ci, d'avoir ça, mais si l'enfant a moins de 18 ans, comment ça se passe? Et je poserai la deuxième question après. Donc, Élise Laure, enfant Ah mineur. oui, voilà, enfant mineur. Et Dieu sait qu'il y en a qui arrivent en étant mineurs. Et on a la chance, la France, je crois qu'il y a d'autres pays aussi, mais je parle pour la France, le pays que je connais le mieux, qui est le mien, protège beaucoup les mineurs. Donc vraiment, ça c'est vraiment quelque chose anticipé. Moi j'ai vu récemment, j'ai accompagné une famille, même la maman, et pourtant c'était la propre maman du gamin, elle ne pouvait même pas faire certaines démarches parce qu'on lui dit, ben non, est-ce que vous avez le document qui dit que c'est vous qui en avez la responsabilité? Donc, ça fait partie de l'anticipation. Si vous savez que votre enfant, quand il viendra poursuivre les études en France, qu'il est mineur, assurez-vous de savoir qui sera le responsable légal. Parce que même si vous arrivez, vous êtes venu en vacances, je suis le papa, que ce soit à la fac, que ce soit dans les démarches, on va vous demander qui est le responsable légal, même si vous avez mis le papa, la tante ou l'ami ou la copine, anticipez cela. Donc, faites le bon choix du responsable légal, mais ça fait partie des choses qu'il faut encadrer parce que quelle que soit la démarche qu'il faudra faire, s'il n'y a pas de responsable légal bien identifié, les démarches ne pourront pas se faire. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut même cocher bien en amont en disant, OK, il va partir, mais qui va gérer ces démarches-là? Voilà. Une Je ne autre sais pas si ça répond à la question. question en tout cas, c'est la réponse que tu pourras peut-être donner à la personne. Et si elle a Absolument. besoin, j'insiste sur le fait que si vous avez d'autres questions même qui vous reviennent, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous prenez un créneau de rendez-vous. C'est vrai, peut-être, voilà, ça permettra de répondre à vos questions de manière plus personnalisée. Et je me permets aussi de répondre, s'il te plaît, à Rania. Elle disait effectivement, quand est-ce que vous commencez à soumettre les demandes de visa, même si on est dans le cadre des Français ici, il faut savoir que Acom Conseil gère tout ce qui est Campus France, etc. Donc, si vous avez une question plus spécifique, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je vous répondrai. Je serai de vous répondre là-dessus. Rania. Merci. J'ai aussi reçu une question où le parent se demandait, puisqu'il y a Parcoursup qui a été fait et tout, mais comment on fait pour choisir entre les grandes écoles, les universités, le BTS, les BUT? Comment on fait pour s'en sortir? Parce que, comme ton graphique le montrait, il y a un gros pourcentage d'enfants qui choisissent les grandes écoles, mais parfois, il y a la même formation dans une université. Et pour le parent, c'est souvent beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher en termes de coûts. Donc, comment on fait pour s'en sortir dans tout ça? Ben, on fait appel à Acom Conseil. Je ne sais pas si ça répond. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, quand je parle d'anticipation et de prévention, là, tu l'as très bien dit, Karine, en disant que les parents, ils sont tellement occupés. C'est pas de la méconnaissance. Et parfois, on se dit, on fait confiance. Moi, je suis la première à dire, faites confiance en nos jeunes, mais n'hésitez pas aussi à vous poser et même de se rapprocher des professionnels parce que le gamin, peut-être aussi par méconnaissance ou parce que le copain lui a dit ou il a vu peut-être un truc sur TikTok ou alors sur Insta ou des écoles, des grandes écoles qui ont peut-être fait vraiment une publicité intense pour l'école. Oui, c'est là où je vais faire la formation. Donc, se dire, effectivement, si ça coûte peut-être de l'argent, mais il vaut mieux se poser, se faire accompagner. Et tu le dis très bien, c'est comme les hôpitaux. Je n'ai rien contre les cliniques privées ou les écoles privées. J'ai des partenariats avec des écoles privées. Mais se dire, oui, le service, les écoles publiques forment très bien en France.
même vraiment très très bien. L'excellence, c'est dans les écoles, dans les écoles, on va parler de Polytech, Sciences Po, on va parler de la fac, les études de médecine, ça se passe dans les facs, et ça coûte bien moins cher. Je pense, pendant un jeune, il va aller faire, il va s'inscrire à Business School, ça va coûter peut-être 15 000 euros, mais quand on voit la formation qu'il a choisie, ça se ferait largement pour un BTS, par exemple, en comptabilité, c'est l'exemple qui me vient, et ça va coûter, aller peut-être 10 fois moins cher aux parents sans avoir la pression de la grande école. Donc oui, pour cela, je dis oui, il faut se faire accompagner, au moins même prendre les premiers renseignements. Voilà, c'est ce que je peux dire à cette question, répondre à cette question. J'ai Elsie qui a rebondi sur la question dont j'étais la porteuse et qui demande est-ce que pour les étudiants mineurs, est-ce plus difficile de prendre un logement? Ah oui, oui, parce que c'est pour ça que je vous disais que de toute façon, quand on arrive, première chose, on va demander peut-être la date de naissance. Dès qu'avant dit que c'est mineur, on va demander tout de suite qui est le responsable légal. Parce que heureusement en plus heureusement que c'est fait comme ça, les mineurs sont protégés. Donc oui, quelle que soit la démarche, toutes les démarches que le gamin va faire, s'il est mineur, il faut absolument qu'il soit accompagné par la personne qui est responsable légale. C'est pour ça que je dis, si vous avez des enfants qui vont venir faire les études, vous les envoyez en France, alors qu'ils sont encore mineurs, ça c'est vraiment la première chose à sécuriser. Qui sera le responsable légal? Et responsable légal, ce n'est pas qu'on l'a dit au téléphone en disant que le gamin va se retrouver au niveau de... Parce que le bailleur ou le propriétaire, ce n'est pas le côté, la personne du coin, excusez-moi de le dire, parce que j'ai vu certains parents penser cela. On ne va pas dire, oui, je vous passe ma mère qui dit que non, 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 non. Il faut le document qui dit qu'on est le responsable légal, on a le droit de faire les démarches pour la personne. Voilà. Très bien. Euh, Ah, toujours Elsie. Bon, Elsie, je vous propose d'activer votre micro. Comme ça, vous pourrez poser la suite de votre question directement à Élise Laure. Oui, bonjour Élise Laure, merci. En fait, notre fils, il a 1 an d'avance, donc il vient juste d'avoir 17 ans. Et donc nous, on habite en Égypte. Bien sûr, je vais l'accompagner lors de son installation pendant l'été, mais au final, il aura pas du tout 18 ans en septembre. Donc c'est la question qui me demandait, mais maman, comment on va prendre l'appartement? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit moi qui mette le bail à mon nom, par exemple? Est-ce que ça sera plus simple? Ah oui, il aura 18 ans quand Il aura 18 ans en février 2026. Ah bon, Donc, ça va encore, ouais. c'est juste quelques mois, ça va. Oui, 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 après, oui. oui, donc oui, je dirais qu'à ce niveau-là, bon, on va pas peut-être aller dans les détails. Bon, je propose, on peut encore échanger même après, dans quelques jours, si vous prenez un créneau pour échanger spécifiquement là-dessus. Bon, après, je peux regarder aussi avec les différents partenaires avec lesquels je travaille, mais je pense que oui, pour sécuriser le logement, il vaudrait mieux, effectivement, dès le départ, que vous ouvriez le bail à votre nom, quitte à ce qu'après, il y ait un changement pour que ce soit plus simple pour lui, après, pour les démarches, les différentes démarches. C'est comme pour une ligne téléphonique, je vous dis, ce sera pour tout. Il va avoir un forfait mobile. On va dire, bon, Oui, OK, comment on fait? Alors qu'il a besoin de son forfait, tout se passe. Donc, ça va, c'est quelque chose qui va revenir très, très, très souvent. Mais ça, on d'accord. peut en parler. Je vous propose qu'on en Mais parle juste plus en question détail. complémentaire, est-ce qu'on a le droit en tant que parent de prendre un bail, par exemple, dans une résidence étudiante, au nom du parent, alors que c'est une résidence étudiante? Est-ce que ça, c'est Après cette question de manière, non, ce ne sera pas au nom, ils vont mettre, si c'est une résidence étudiante, ils mettront au nom du gamin, mais en disant peut-être qu'ils mettent, ça, de manière précise, je ne pourrais pas vous le dire. Il faut que Oui, je vois avec oui. la résidence étudiante, mais il y a plein de gamins qui arrivent, ils ont 16 ans, 17 ans, qui sont dans les Ah, résidences d'accord. étudiantes, qui sont au CROUS, c'est Mais ça va. des milliers de jeunes. Ok, Ça, je ça peux vous marche. répondre de manière spécifique, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Mais il Merci. faudra absolument que sur un document, qu'on se dise, en cas de problème, qui on contacte. D'accord. Merci Voilà. beaucoup. Je vous en prie, mais n'hésitez pas. On, Merci. on dirait qu'on a beaucoup de parents d'enfants mineurs parce qu'il y a Ludwig qui nous demande quel document prouve que l'on est responsable légal. Est-ce qu'un acte de naissance suffit? Non, je peux en parler parce que j'ai été responsable légal et je suis responsable légal de ma nièce. Donc, c'est pour ça que je parle de ça, parce que Akoum Conseil est parti vraiment du concret.
Et par exemple, je sais, après, tout dépend du pays, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que ma sœur, pour que je sois responsable légal de sa fille, elle a fait un document au niveau du tribunal. Donc, qui dit qu'effectivement, voici, etc., responsable légal. Donc, même quand elle est ici, si on doit s'adresser par rapport à sa fille, même si elle arrive en disant, vous avez vu l'acte de naissance, c'est moi la maman, ah ben non, ce serait, on dit, ben non, on attend la responsable légale. Voilà. Donc, ça ne se passe pas, parce qu'on peut avoir, on peut être parent et ne pas avoir l'autorité, non, je ne voulais pas dire responsable légal, l'autorité parentale. Voilà, c'est la nuance entre les deux. Parce que j'ai l'autorité parentale, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc, en général, ça se passe, il faut vous renseigner un petit peu selon vos villes, selon les administrations, mais je sais que moi, dans mon cas, on est passé par un papier du tribunal, donc un document légal. Très bien. Ben, merci beaucoup. Euh, S'il y a pour d'autres qu'on- questions, peut-être qu'on n'a pas mis dans le chat. j'ai pas de questions j'ai plus de questions en stock, mais moi, Jaime, je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'aimerais bien, comme j'ai cru comprendre qu'il y avait des enfants dans le lot de ceux qui écoutaient, c'était peut-être savoir pour certains, ils pensent que faire leur lessive sera plus difficile que les partiels ou des petites choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de comment ça va se passer? Est-ce qu'ils ont déjà pensé à leur budget pour ceux qui vont commencer cette année ou ceux qui sont en première? Donc, s'il y en a, j'aimerais bien qu'ils activent le micro et qu'ils nous donnent une petite réponse. Est-ce qu'il y en a qui sont connectés? À Y vrai dire, a-t-il des parents? c'est pas toujours simple de répondre directement à ces questions. Ou alors, s'ils ont d'autres questions, parce que là, on a. Oui, on a Est-ce eu que des vous avez parents, d'autres oui. questions? On a parlé des parents, mais des jeunes aussi. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. C'est vrai que c'est pas toujours évident, peut-être dans le chat. Est-ce que. Moi j'ai une jeune qui partira l'année prochaine et qui me dit, je ne veux surtout pas aller au Crous. Dis-moi, Élise Laure, est-ce que le Crous, c'est vraiment si compliqué, si déprimant que ça? Je vais parler des retours que j'ai eu des jeunes. Il y a du bon et du moins bon dans tout type de logement. C'est comme des parents qui me disent, moi, je ne veux surtout pas que mon gamin aille en colocation. Alors que d'autres vont dire, bah oui, vu comment le gamin a été encadré, je préfère qu'il soit en colocation, il n'est pas seul tout de suite. Donc, tout dépend des arguments et comment c'est amené. Donc, le Crous, le gros avantage du Crous, c'est que l'étudiant, il est déjà sur place, c'est quand même plus facile, il est entouré d'autres étudiants, c'est quand même plus facile par certains aspects, la BU, elle est à côté, il va pouvoir travailler un peu plus facilement. Mais le gros inconvénient, je ne connais pas la vie de cette jeune, je ne sais pas comment elle vit au quotidien. Si on est habitué, par exemple, à avoir, je ne sais pas, la chambre est là, la salle de bain à la maison, c'est vrai que le Crous, c'est quand même 9 mètres carrés où on a tout, on a la petite partie douche et des fois au Crous, les toilettes, tout dépend des résidents étudiants, les toilettes sont peut-être partagées. Il va se retrouver avec la petite plaque, le petit lit, etc. Donc rien que d'arriver là, si on n'est pas préparé, oui, ça peut faire un choc. Donc, mais il y a beaucoup d'avantages. On retrouve facilement les étudiants pour s'intégrer. Ça peut être beaucoup plus facilitant aussi. Donc il y a du pour et du contre selon les, je ne recommanderais pas un plus que l'autre, tout dépend donc des habitudes de son enfant, tout dépend de l'éducation qu'on a eue, tout dépend de ce qu'on veut et tout dépend aussi du budget. Le Crous, ce n'est pas le logement aussi en ville. Hein. C'est pas, c'est pas le même budget. Voilà. Alors, c'est sûr que de toute façon, quand on quitte ses parents, quand on quitte son pays d'accueil et parfois sa bulle où on a pendant des années vécu, aller se confronter à une nouvelle réalité avec eh bien, des difficultés, c'est aussi faire preuve de maturité, grandir, évoluer. Et ça fait partie aussi, je pense, des évolutions de la vie, de ce que évidemment, il faut les préparer, il faut les accompagner, il ne faut pas laisser nos enfants seuls. S'ils ont besoin de référents, c'est important. Il faut aussi, alors je rebondis sur
le commentaire de Claudie Pion, que nous connaissons bien et qui représente l'association Agir ABCD. Effectivement, nous avons la chance en France de pouvoir accueillir dans des universités, dans des écoles publiques, des étudiants à des coûts qui sont effectivement pour les familles extrêmement raisonnables et qui n'ont rien à voir. Et c'est vrai que c'est extrêmement appréciable. Tu l'as dit tout à l'heure, Élise, tu l'as rappelé, Élise Laure, c'est vrai qu'en France, on a cette chance. On n'est pas dans un pays où les études représentent des coûts particulièrement importants, où nos enfants sont obligés de s'endetter sur plusieurs années. Et ça, c'est une chance formidable. Et c'est vrai il faut le rappeler. Et on espère que ce système d'éducation, parce que l'éducation, ça doit être une priorité, on espère que l'éducation à ce prix-là continuera, ce coût-là pour nos enfants continuera à se développer le plus longtemps possible et on le souhaite fortement. Voilà. Et puis après, bien évidemment, nos enfants aussi évoluent, ils changent. Et l'arrivée en France, eh bien, c'est une nouvelle étape de vie. Alors on doit la préparer, on les accompagne, et puis eh bien, les petits oiseaux s'envolent. Je parlerai plus de les gamins, les premiers, effectivement, sont des gamins les premiers mois, mais je pense que pour la plupart, hein, il y a effectivement des difficultés après qui peuvent enfin, être rencontrées et puis avoir des problèmes psychologiques d'adaptation, de contexte. C'est pas simple. Ça demande du temps, c'est pas évident, surtout pour des enfants qui ont vécu très longtemps à l'étranger. C'est pas simple, mais ils prennent leur envol. Et puis, quand ils sont bien accompagnés dès le départ, comme avec Élise, eh bien, ça facilite cette adaptation et ça facilite le fait de prendre son envol. Voilà. Alors moi, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent dans Je veux le bien chat. rajouter quelque chose. Oui, pardon. Voilà, je vais rajouter. Déjà, je vais répondre rapidement à. J'ai vu sa question. À quel moment faut-il commencer les démarches pour la sécurité sociale? Donc, je ne sais plus, j'ai vu le nom passer. C'est sur le site hein, amélie.fr. Les documents, en général, c'est la pièce d'identité. Vous avez vu les documents et vous allez. Le gamin va. Le gamin, oui, forcément, il va compléter quand il arrivera en France. Mais il vaut mieux le faire avant qu'il ne parte. Je dis toujours on n'est jamais à l'abri de quand on atterrit à l'aéroport, il y a peut-être quelque chose. Si, peut-être les parents peuvent payer, mais si on peut déjà être couvert à partir du moment où on remet le pied sur le territoire, c'est quand même mieux. Donc ça se fait, vous le faites, ça va très très vite. Hein. Un mois, 3 semaines ou un mois et demi, vous le faites avant. Et après, il complétera quand il aura le justificatif de domicile quand il va arriver en France. Donc voilà, puis il n'y a pas grand-chose, hein, pièce d'identité, photo d'identité, puis le formulaire en ligne. Et je voulais compléter ce que Raïmé disait. Oui, on prend son envol, mais ce que je voulais dire aussi aux parents, parce que c'est à comme conseil, vous avez bien compris, c'est d'abord les parents, c'est faites confiance aux jeunes. Les jeunes peuvent vraiment nous surprendre. Quand on parle de la sécurité, Karine a posé la question sur la sécurité. Oui, c'est souvent un peu le ressenti, nos stress des parents qu'on retransmet aux enfants. Mais les enfants peuvent, quand je dis les enfants, parce qu'ils arrivent, ils sont tous, c'est pas pour les infantiliser là, ceux qui sont derrière l'écran. Mais faites vraiment confiance. La clé aussi de l'intégration et de la réussite des études de vos enfants à l'étranger, c'est la confiance que vous aurez mis en eux, leur faire confiance, échanger. Donc dire effectivement, comme moi, je vois la transformation des jeunes, vous dites, c'est pas possible, je pensais que lui, oh, mais comment il va faire? Mais vous voyez, 3 mois après ou 6 mois après, vous dites, mais vraiment, vous êtes vraiment étonné par l'autonomie, par la confiance qu'il a eu en lui. Mais pour qu'il puisse prendre aussi, gagner confiance en lui, il faut aussi que vous puissiez échanger plus librement. Donc ça, c'est vraiment la clé, le conseil que je donne. Faites confiance aussi aux professionnels. N'hésitez pas à vous faire accompagner parce que parfois aussi, on a des rapports qui font que lorsque le jeune ou même la famille écoute un tiers, le message n'est pas le même. Voilà, parce qu'il n'y a peut-être pas le même lien d'affect, des choses qu'on n'ose peut-être pas dire, ou le jeune n'a pas pu dire, alors qu'il y a d'autres réalités derrière. C'est pour ça qu'il faut aussi passer par des professionnels, mais faites vraiment confiance et tout va bien se passer. Voilà. Mais merci beaucoup, Élise Laure. Je vois qu'il est déjà bien avancé. On est presque au terme de ce webinaire. En fait, on est arrivé à la fin, à vrai dire. On doit atterrir. Donc,
Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées. Comme on l'a dit tout à l'heure, surtout cliquez sur le lien, allez sur le questionnaire. On a mis un certain nombre de questions sur lesquelles on pourrait revenir en webinaire, que ce soit avec Élise Laure ou avec d'autres partenaires. Et bien, moi, de mon côté, je voudrais vous remercier pour votre présence, pour votre curiosité, vous dire pas de stress, on peut vous accompagner surtout. Et puis remercier ceux qui sont au lever du soleil côté États-Unis, ceux qui sont au coucher du soleil côté Asie, en passant par l'Afrique nord, sud, ouest, est et l'Europe. Donc, merci beaucoup.